Vu l'heure, Dominique Régnier, vous nous proposez une synthèse? Et puis après, nos deux présidents diront le dernier mot. Et après, je vous inviterai à visiter quand même les hivernales. Si vous voulez même boire un coup, il y a un bar à l'étage. Voilà. Ah, il y a un buffet derrière. Oh là. Voilà. Bien, alors je vous propose plus une réaction qu'une synthèse, hein, une fois de plus. Les débats, les échanges que nous avons écoutés, auxquels nous venons d'assister, m'amènent à réagir de la manière suivante. D'abord, l'idée qui m'est venue à l'esprit, c'est, je l'énoncerai par cette formule, deux mouvements qui font un moment. Les deux mouvements, c'est d'une part un mouvement de rétractation de la puissance publique. C'est le cadre historique dans lequel se situent toutes nos discussions et dans lequel nous nous situons aujourd'hui, qui est une crise de l'État à laquelle chacun peut assister. Crise de l'État comme pourvoyeur de soutien, pourvoyeur de normes, pourvoyeur de sens, et donc une crise de légitimité de cet État dont l'actuelle est très actuelle. Crise fiscale est une dimension ô combien puissante, symbolique et significative. Je veux commencer par ça parce que c'est l'arrière-fond de tout ça. C'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'est un mouvement d'affirmation et de déploiement. Et c'est le mouvement qui est incarné par le rapprochement entre la Maison des artistes et Ateliers d'Art de France. Ça me frappe beaucoup. Et vous avez parlé de rapprochement, de convergence, d'une réunion de la famille des créateurs et de la création. Les deux mouvements sont à penser ensemble et à observer ensemble pour en comprendre la signification. Et il y a des effets, bien sûr, sur chacun des deux mouvements. Chacun des deux mouvements a des effets sur l'autre. Le mouvement d'affirmation et de déploiement, celui qui se lie aujourd'hui dans le rapprochement entre la Maison des artistes et Ateliers d'Art de France, relève d'une forme de spontanéisme. C'est une émergence. C'est une émergence. C'est une communauté faite d'individus et d'associations qui convergent. Individus et associations convergent. C'est une auto-institution, un processus d'auto-institutionnalisation, sans autorisation. L'énergie, l'élan, il vient de la communauté elle-même et des individus qui la font vivre eux-mêmes. C'est aussi une auto-représentation. Et là, nous sommes, vous voyez, dans ce moment très politique. C'est très politique, tout ça. On le sent fortement. Nous sommes dans ce moment très politique où, même s'il y a une représentation dont il ne viendrait ici à personne l'idée de discuter de la légitimité, vous ressentez la nécessité d'une auto-représentation sous une forme réalisant l'écart le plus petit possible entre la chose même et sa représentation. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une représentation par de la présentation. C'est une communauté qui se présente elle-même comme telle pour se représenter à l'égard du reste de la communauté nationale ou de la société et bien sûr des pouvoirs publics. La deuxième idée qui m'est apparue utile pour synthétiser, encore une fois, je ne suis pas à l'aise avec cette idée parce qu'elle est assez péremptoire, l'idée de ramasser tout ce qui a été dit. Et puis moi, je ne suis pas un artiste, je ne suis pas un artisan, même si je suis auteur, et je crois ça très différent, je l'avais déjà dit et je ne veux pas y revenir. Donc je redis que c'est une réaction. La deuxième formule par laquelle je voudrais ramasser ma réaction, c'est le créateur vu par deux modèles. Il y a un premier modèle qui est celui de l'assurance, et il y a un deuxième modèle qui est celui de la solidarité. L'assurance, le modèle assurantiel, c'est le modèle étatique. La solidarité, le modèle solidariste, eh bien, c'est le modèle associatif. Le baron Taylor, dont on nous a parlé, j'étais passionné par ce que vous avez dit sur le baron Taylor. Je pensais aussi aux origines historiques premières d'Ateliers d'Art de France. À l'époque dans laquelle ça s'inscrit, c'est-à-dire, en gros, le XIXe siècle, comme vous le savez, à un moment antérieur à l'avènement de l'État assurantiel.
et de l'État-providence. Ça n'est pas encore inventé, vous le savez, on ne va pas vous embêter avec des références historiques, mais vous les connaissez sans doute. C'est plutôt après 1914 que l'on va inventer l'État assurantiel, même si on en voit les prémices tout à fait au début des premières années du XXe siècle. Donc là, on est dans une période antérieure à l'État-providence, et où, au fond, il n'y a d'association, de soutien, de secours, que lorsque les individus le décident, s'organisent en communauté et, par nécessité comme par philanthropie, qui est un mot absolument magnifique, par nécessité comme par philanthropie, décident ensemble de se coaliser pour s'entraider. Le mutualisme, c'est un mot magnifique qui me fait penser à la maison de la mutualité, où Serge, nous allons bientôt vous écouter le 16 novembre prochain. Le mutualisme qui, à ce moment-là, émerge, dit avec beaucoup de force, dans le mot lui-même, dit avec beaucoup de force la philosophie et la puissance de ce mouvement, qui est un mouvement qui part de la société elle-même. Et ces deux modèles, si nous les mettons en regard, je vais le faire très vite avec une série de couples qui les distinguent. Je ne sais pas si ça les oppose, mais ça les distingue. On a d'un côté le modèle solidariste, de l'autre côté le modèle assurantiel. Le modèle solidariste, c'est le spontanéisme. Le modèle assurantiel, c'est la programmation. Le modèle solidariste, c'est l'horizontalité. Le modèle assurantiel, c'est la verticalité. Le solidarisme, c'est l'implication. L'assurance, c'est l'indifférence, au sens moral du terme. Je vais un peu vite, mais c'est au sens moral du terme. Le solidarisme, c'est le don. Vous parliez du don. Le modèle assurantiel, c'est le prélèvement. Le modèle solidariste, c'est le volontarisme. Je donne si je veux. Le modèle assurantiel, c'est l'obligation. Les prélèvements sont obligatoires. C'est pour ça qu'ils sont neutres moralement. On ne peut pas nous demander en plus l'enthousiasme. Le modèle solidariste est déterminé. Le modèle assurantiel est indéterminé. C'est déterminé parce qu'on donne pour une cause, on donne pour un soutien, on donne pour quelque chose que l'on aime, quelque chose à quoi l'on croit. Le modèle assurantiel, on donne pour donner, et ensuite il y a un redistributeur qui s'occupe de redistribuer. Si vous avez regardé votre taxe d'habitation, vous avez l'information selon laquelle la taxe est prélevée pour la commune, le département et divers organismes. C'est écrit. On ne vous dit pas la liste, vous n'avez pas à la connaître. Il y a une distribution qui sera opérée par une autorité qui en a la charge. Donc c'est indéterminé. Le modèle solidariste est philanthropique. Philanthropique, c'est une philosophie. C'est une philosophie humaniste. Le modèle assurantiel est fonctionnel. Il y a aujourd'hui une crise du modèle assurantiel, qui d'ailleurs est une crise qui nous préoccupe tous beaucoup. C'est une catastrophe historique, une crise budgétaire, une crise des moyens. Voilà, c'est un fait historique observable. On peut en prévoir l'épuisement, c'est déjà le cas maintenant. On peut en prévoir l'épuisement. Le modèle solidariste est un modèle légitime. On a vu ce matin comment il pouvait s'exprimer, mais c'est aussi un modèle qui est devenu nécessaire. Et donc vous avez deux raisons d'opérer le rapprochement qui s'opère et de le fortifier. C'est devenu non seulement légitime profondément, je dirais, mais ça devient de plus en plus nécessaire. Troisième remarque, troisième formule, j'utiliserai celle-ci, le conflit des lois, pour essayer de dire comment j'ai compris vos échanges ce matin. Le conflit des lois, le premier conflit, c'est le conflit avec la loi publique, normative. Le mouvement associatif, le rapprochement entre la Maison des artistes et l'Atelier d'art de France, ça a été dit ce matin, puis on l'entend, puis on le sent, c'est profond, ébranle, déborde l'ordre établi par la loi publique. Plus que cela même, c'est une contestation fondamentale de la légitimité de l'État et de ses agents à dire où passent ces frontières immatérielles. Il n'y a pas de contestation sur la compétence de l'État à dessiner les frontières physiques, les frontières au sens même frontalier du terme, et douanier. Mais les frontières immatérielles, et en particulier celle-là, qui est artisan, qui est artiste, qui n'est pas artiste, cela a été dit d'ailleurs même de manière très précise.
on a entendu une interrogation sur la compétence de fonctionnaires qui ont plein de compétences et plein de vertus, hein, bien sûr, mais à définir voilà, qui est ceci, qui est cela. Et donc c'est une contestation fondamentale qui se comprend par le fait que dire qui est artiste, on l'a artisan, artiste, professionnel des métiers d'art, qui fait de l'art, qui n'en fait pas, on l'a entendu ce matin à diverses reprises, c'est quand même un jugement sur la nature d'une activité. C'est un jugement sur la nature intrinsèque de la création, sur sa qualité. Et ce jugement est une espèce de subjectivité officielle dès lors qu'il émane de l'État, mais ça reste de la subjectivité. Ça reste de la subjectivité. Et ce qui est problématique, cette subjectivité, elle produit des effets dans le monde réel, j'ai envie de dire. Elle produit des effets, y compris des effets de hiérarchisation qui ont été mentionnés, rappelés, notamment cette hiérarchisation, en effet, entre une espèce de bas peuple des artisans et d'élite artistique. Donc il y a des effets, il y a des conséquences, et les conséquences, elles sont aussi voilà, fiscales, sociales, elles ont des effets pratiques extrêmement importants, parfois même violents, si ces conséquences mettent en cause la viabilité d'un atelier, d'une création pour la personne concernée. La conséquence peut être véritablement dramatique, puisque on comprend bien à chaque fois que moi, en tout cas, je vous écoute, on comprend bien que c'est une affaire d'engagement au plus profond de vous, que conséquemment, le fait de ne plus pouvoir continuer est une affaire beaucoup plus dramatique qui engage en profondeur la personne elle-même. Oui, mais il faut quand même définir. Et là, ça n'est plus la loi publique que je vais évoquer, mais la loi des nombres. Où passe la frontière ? Les frontières, ce ne sont pas ici, ou pas seulement, des indicateurs d'identité. Tracer une frontière comme on trace un portrait, faire apparaître un visage, une identité, c'est pas simplement ici de cela qu'il est question, c'est aussi de la limite comme nécessité. Il faut définir parce qu'il faut limiter, parce que quand on a défini, eh bien on débouche concrètement sur l'attribution de statuts, avec, là encore, des conséquences en termes de fiscalité, en termes de moyens, des conséquences pratiques, et qui vont avoir elles-mêmes toute une série de conséquences. Donc, il apparaît évident que si l'État n'est peut-être pas le mieux placé pour dire qui est ceci ou qui ne l'est pas, il faut cependant le dire. Il faut cependant le dire. Et qu'il y a une espèce de, je dirais, d'esprit flatteur, de démagogie, de laxisme à dire tout le monde est artiste. Ça a été dit à plusieurs reprises. Hein. On ne peut pas dire ça. Peut-être que tout le monde peut devenir artiste. Mais tout le monde n'est pas artiste. Je ne dis pas ça du point de vue métaphysique ou du point de vue substantiel, je dis ça du point de vue pratique. On ne peut pas dire tout le monde est artiste parce que les conséquences seraient que, ou bien ça ne changerait rien pour personne, ce qui serait idiot, hein, ou par rapport aux questions qui se posent, ou bien que le statut serait universalisé, hein, ce qui ne se peut pas. Il faut bien l'effet de l'altérité. Et donc, on a, je dirais, une double menace, c'est le risque du trop peu et le risque du trop. Le trop peu, c'est le risque de la solitude et de l'isolement aristocratique, et puis on ne pèse pas, il n'y a pas de voix, on n'entend pas, et il y a peut-être aussi un malentendu sur ce qu'est la création à la fin, si le trop peu est vraiment trop étroit, une contestation de cette limite extrême, et puis le risque du trop, qui est le risque de la multitude et du débordement quantitatif qui nécessairement aboutit à de l'insignifiant. Je voudrais ici, juste sur ce point terminer, mais en ajoutant à ce sujet, j'ai bientôt fini, ajoutant quand même une remarque par rapport à cette tension entre qui est artiste et qui ne l'est pas, qui est créateur, qui ne l'est pas. Distinguons, peut-être ça peut être utile pour vos réflexions, distinguons entre l'artiste comme statut et l'artiste comme aspiration. C'est peut-être ça, une des pistes pour dénouer cette difficulté. L'artiste comme statut, le statut est une attribution. Et donc ça implique une limitation. Ça implique un encadrement. Ça implique une justification.
il faut donner des critères. Ils seront contestables, mais il faut qu'il y ait des critères. Et il faut qu'il y ait une communauté compétente, capable de contrôler, d'imaginer les critères, d'en contrôler l'application. Cette communauté compétente, c'est évidemment celle des professionnels des métiers d'art. On ne voit pas qui d'autre pourrait le faire. Mais il y a aussi l'artiste comme aspiration, et là, certainement, ceci est à cultiver, comme une compétence, une aspiration libre et universelle. Libre et universelle. Et il faut même, je dirais, admettre, poser la nécessité, l'utilité immense de cette effervescence d'aspiration au pluriel. Elles sont multiples, elles sont sincères, elles sont naïves. C'est le terreau de la création. C'est une espèce de couche féconde d'où émergent les créateurs qui deviendront des professionnels des métiers d'art, oui, mais aussi d'où émerge le public et d'où émergent les acheteurs. Il n'y a pas de public, il n'y a pas d'acheteurs s'il n'y a pas une aspiration à l'art qui déborde le cadre des artistes créateurs. Et ça me paraît être important d'essayer de dénouer cette tension entre une définition élitiste extrême ou une définition laxiste extrême en introduisant le public qui admire, qui contemple et qui éventuellement achète, car il est lui-même animé par cette aspiration, même s'il n'est pas en mesure, faute de travail ou faute de talent ou je ne sais quoi, de formation ou autre, s'il n'est pas en mesure de conduire son aspiration jusqu'à être lui-même un créateur, un artiste, un professionnel des métiers d'art. Et je terminerai par la dernière loi que je désignerai comme la loi du langage. Il y a eu beaucoup de discussions pour dire qui a autorité pour dire qui est artiste, artisan, qui ne l'est pas. On a mis en doute, j'en ai parlé, la légitimité, la compétence de l'État dans une telle matière. On a admis que l'autodésignation ne suffisait pas. Quelqu'un a dit, moi je ne voyais pas, je ne sais pas réussi en me retournant à voir qui a dit ça, mais quelqu'un a dit, si je me dis artiste mais que je ne fais rien, ben, je ne suis pas artiste. Donc l'autodésignation ne suffit pas. C'est important, je pense, de le dire, que la désignation publique n'est pas pertinente, mais que l'autodésignation individuelle ne suffit pas non plus. Il faut avoir les deux aspects. Qu'il faut une implication du collectif des professionnels des métiers d'art, on l'a dit à l'instant. Mais aussi, ça m'a beaucoup frappé, beaucoup intéressé, que le clivage artiste-artisan posait problème en lui-même, que cet ordre de langage était au fond producteur d'une alternative sèche, qu'il faudrait, quelqu'un l'a dit, inventer un autre mot, je ne sais pas si c'est vous Alain qui l'avez dit, je crois, il faudrait inventer un autre mot, et donc la nécessité d'essayer de sortir d'une contrainte liée aux effets de langage et qui peut-être est une des causes du problème qu'il est nécessaire de résoudre. Et de ce point de vue-là, je ne sais pas si je terminerai par cela, je ne sais pas si cette contribution-là, ce que je vais vous proposer, peut être utile, mais en tout cas je l'espère. Il y a peut-être à réfléchir, à chercher du côté de l'association entre deux univers. Il y a l'univers de l'art, et il y a la question du statut, et l'univers du statut. Et je crois qu'il faut garder les deux présents à l'esprit. De même qu'il y a le créateur et l'entrepreneur, et ça a été dit, beaucoup. Et l'entrepreneur, c'est un risque. L'entrepreneur, c'est périlleux. L'entrepreneur, c'est de l'investissement. On a parlé de matériel qu'il fallait acheter, coûteux, 10 000 francs à un moment donné, c'est beaucoup d'argent. Avoir des fours, plusieurs fours, etc. C'est de l'investissement, c'est coûteux. On a parlé de marketing. On s'en est un peu excusé au début, d'ailleurs, j'ai remarqué. On s'est un peu lavé la bouche après avoir dit marketing, c'est un mot dégoûtant. Et puis on y est revenu quand même, finalement, assez volontiers.
Bon, le mot n'est pas beau, c'est certain, mais il dit quelque chose dont on ressent la nécessité, qui est que lorsqu'on est un créateur, il faut bien chercher à faire connaître ses créations, parce que sinon, personne ne peut les rencontrer. Donc, d'une certaine manière, on peut appeler ça communication, le mot qui rehausse beaucoup le marketing, mais c'est fondamentalement une nécessité d'évidence, hein, et qui a ses règles, qui a ses contraintes, qu'il faut maîtriser, parfois un peu soi-même, et sinon faire appel effectivement à des professionnels, à des spécialistes, parce qu'on ne peut pas, à coup sûr, réussir soi-même. Enfin, c'est aussi de l'argent et de l'investissement. Et donc, il y a des questions de rentabilité. Et oui, la rentabilité est un mot essentiel. C'est la viabilité, la possibilité de persister dans son œuvre, dans son être de créateur, et d'accomplir, non pas à un moment donné, mais une existence de créateur. Et ici, et je terminerai par cette remarque, peut-être y aurait-il à dire plus, on a pu en parler dans des réunions antérieures, hein, mais peut-être y aurait-il à dire plus sur la vente elle-même, qui m'est apparue, on a dit beaucoup de choses, c'était passionnant, en tout cas pour ma part, j'ai trouvé ça passionnant, extrêmement riche, et on ne peut pas ajouter des sujets certainement intéressants, quand beaucoup de choses intéressantes ont été dites. Mais sans doute que la vente aussi est une des clés, réfléchir sur ce mot, sur cet acte, sur ce moment, ce qui se passe, pour définir aussi le créateur entrepreneur et chercher à sortir d'une étroitesse de langage qui peut-être posera à la fin des problèmes politiques. Eh bien, cette vente est essentielle. Vous connaissez la formule de Woody Allen, l'argent c'est important, ne serait-ce que financièrement. Mais ce n'est pas la seule chose qui compte dans cette affaire. Bien sûr, c'est la rentabilité. Je ne veux pas commenter ce que je supposerais être la satisfaction intime du créateur qui vend une de ses pièces. J'imagine que c'est immense. C'est quelque chose de très important qui se passe là. Je peux connaître un peu la satisfaction de l'acheteur. C'est un acte singulier, je ne vais pas le développer, mais il faudrait davantage réfléchir sur ce qui se passe à ce moment-là et ce que les métiers d'art font à cet acte de vente. Nécessité économique, oui, mais aussi transaction, en général, une transaction, mais dans l'espèce, une transaction tellement singulière, qui produit des effets sur le créateur, des effets sur l'acheteur, des effets sur l'acte d'achat, des effets sur le marché lui-même. Le marché ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas dans cette immense foule des transactions, des milliards par jour, j'imagine, de transactions sur la planète, s'il n'y avait pas ce type de transaction dont la singularité est extrême entre un créateur et l'acheteur d'une œuvre d'un créateur. Et donc je dirais, et je terminerai vraiment là-dessus, après avoir écouté ces échanges absolument passionnants, que sans doute une piste, et je n'ai pas plus d'idées en la matière, parce que c'est en écoutant ce matin que ceci se met peut-être un peu à germer, en tout cas j'espère que ce sera utile, il faudra y retravailler, mais sans doute il y a une réflexion lexicologique à conduire autour de cette articulation entre le créateur et l'entrepreneur, qui sont deux des dimensions très fortement caractéristiques du professionnel des métiers d'art à la recherche d'un statut lui permettant de poursuivre son œuvre et son existence. Voilà, je vous remercie. Comme d'habitude, c'était passionnant. Eh bien, nos présidents, Serge et Rémi, merci de conclure cette journée. Merci Dominique pour ton analyse sur notre séance d'atelier, pour ton écoute. Ce que nous vivons, c'est une émergence, c'est une éclosion libre et universelle. C'est aussi l'aboutissement d'un processus d'émancipation que nous avons mis en œuvre et qui concerne l'ensemble de la société. Nous nous exprimons ici, maintenant, à partir d'une rupture. J'ai entendu ici dans le débat parler d'inquiétude, d'un retour de bâton, d'un art officiel éventuel, mais l'inquiétude, elle n'est pas de notre côté.
Nous construisons sur un monde qui s'effrite aujourd'hui. Il y a un passé, il ne reviendra pas. Et l'avenir, c'est le nôtre, c'est celui que nous construisons. Alors, ces paroles croisées que nous avons entendues, dont je vous remercie tous, chaleureuses, vivantes, volontaires et vulnérables, c'est la réalité qui s'exprime, la réalité qui se cherche, qui crée l'espace devant lui, qui s'organise et qui se prend en main. Cette parole, la nôtre, ne s'arrêtera pas. C'est une source, comme l'est notre atelier. Nos débats seront publiés, ils vont être diffusés et ils seront entendus. Ils se poursuivront dans les mois qui viennent par d'autres séances de réflexion collective. Nous pensons à un symposium sur les enjeux de la création, nous pensons à une université d'été de la création. Alors nous nous retrouverons bientôt. Merci à tous. Bon, j'ajouterai juste quelques mots à cette analyse de Dominique Régnier qui était passionnante, j'ai trouvé, de tous nos débats. Merci Serge Nicole et merci à tous d'être intervenus ce matin. Je pense qu'on a eu un dialogue ouvert, simple et qui a montré surtout tous les rapprochements, toutes les connivences, et on n'a pas pu faire de différence entre les artistes de la Maison des Artistes, les artistes des ateliers d'art, et on a senti qu'il y avait vraiment entre nous tous des similitudes de pensée, des similitudes de fonctionnement, et qu'on s'est bien rendu compte que cette problématique qui a été abordée ce matin, on n'a pas parlé d'histoire, on n'a pas parlé de l'histoire de la séparation entre les artistes dits dans les recherches fondamentales, les artistes plasticiens, et des artistes qui sont dans des recherches plus qu'on pourrait qualifier de recherche appliquée. On ne s'est pas attaché à mettre en lumière cette histoire, mais c'est une histoire qui est certainement proprement franco-française, parce que quand on circule un peu à travers le monde, comme l'a dit très bien les uns et les autres, et Jean-François en particulier, on ne fait pas cette différence. Les artistes des arts plastiques, les peintres, les sculpteurs et les autres sont très proches des métiers de l'artisanat, des céramistes, tout ça. D'ailleurs, ils passent, comme on l'a vu ce matin, d'un fonctionnement à un autre. Les uns font de la peinture le matin, les après-midi de la céramique, etc. L'objet utilitaire ou pas, c'est aussi une séparation qui n'existe pas dans le monde. Et d'ailleurs, il y a un autre sujet qu'on n'a pas abordé, et je pense qu'on pourra l'aborder dans un autre débat, comme tu l'as annoncé tout à l'heure, Serge, c'est-à-dire ceux des formations. Dans le monde entier, ce sont les mêmes écoles qui forment à tous ces métiers, qui vont des métiers des apprentissages, de la peinture, du dessin, qu'on qualifiait, avant le XIXe siècle, des arts du dessin. Tous ces métiers provenaient des mêmes écoles d'art du dessin. Donc, c'est un débat franco-français. Je pense que ce rapprochement entre les ateliers d'art et la Maison des Artistes va dans le sens d'une rupture, c'est vrai, d'une rupture historique. On est en train de construire quelque chose de nouveau et une unité de nos métiers est en train de se bâtir. Merci à tous, merci Serge Nicole, merci Dominique pour ce résumé, cet éclairage très intéressant sur nos métiers, sur la solidarité. On n'a pas parlé suffisamment de solidarité et c'est ce qui nous anime aussi à la Maison des Artistes. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain débat, un prochain colloque et que la parole continue à circuler. Merci. Eh bien, on ne va pas dire que le rideau tombe, on va au contraire dire que le rideau s'ouvre et on va pouvoir boire un coup derrière. J'ai juste oublié, avant que vous partiez, de remercier Robert Haroche qui nous reçoit ici au Palais des Congrès. C'est lui qui est à l'origine de l'établissement des hivernales ici, de ce salon de la Maison des Artistes, et je tenais à le remercier ce matin. Merci.